je remplace Madame le professeur Salima Senbey depuis l'année dernière pour ce cours. Donc, il va être sous la forme de QCM, d'accord? Donc, comment? Vous avez des questions? N'hésitez pas à poser des questions, hein. Donc du coup, en fait, là, le cours de révision va être sous forme de QCM. Donc vous n'êtes pas nombreux, j'invite tout le monde à participer et à réfléchir pour chaque question. Il y a 8 QCM en tout, donc qui vont balayer à peu près l'ensemble de ce que vous avez vu pendant tout ce semestre. Donc on va commencer sur une question du complément, à savoir donc dans l'activation. Donc là, encore une fois, je fais une pause, mais pour vous dire que l'intérêt, c'est que vous répondiez toutes, du coup, vu que vous êtes que des filles. Et si on se trompe, c'est pas grave, quoi, hein. Je préfère que vous vous trompiez maintenant et que vous compreniez pourquoi vous êtes trompé et que vous ne refassiez pas la faute le jour de l'examen, d'accord? Après, moi, c'est pas moi qui vais corriger les copies, donc, et puis je connais pas vos noms, donc il n'y a aucun intérêt qu'il n'y ait pas de dialogue entre nous, d'accord? Donc vraiment, je vous sollicite à participer. Donc première question sur le complément. Dans l'activation du complément par la voie alterne, cochez là où les propositions qui sont exactes. Donc on dit dans le petit 1, la proposition, la séquence de C6 à C9 est identique à celle de la voie classique. Petit 2, le C3 est clivé en C3A et en C3B. Petit 3, des facteurs chimiotactiques sont libérés. Et petit 4, le C2 et le C4 forment l'enzyme de conversion du C3. Donc vous voyez qu'il y a 4 propositions et vous pouvez choisir soit petit a, soit petit b, soit petit c, d ou e, en fonction de quelle réponse vous pensez exacte, d'accord? Donc je vous laisse 5 minutes, enfin je vous laisse 5 minutes, je vous laisse 2 minutes, parce qu'on va être sinon après hyper en retard. Donc alors, qui a répondu le A? Ok. Qui a répondu le B? Le C? 3 personnes. 3, 4, 3 et demi. Le D? Et le E? Ok. Alors les autres, c'est quoi le souci? Pourquoi vous n'avez pas répondu les autres? Il y a quelque chose qui vous gêne? Allô? Ça va pas être intéressant ni pour moi ni pour vous, hein, si j'ai aucun dialogue avec vous, hein. Alors, la réponse correcte, c'était la réponse A. Donc, ce qui était vrai dans cette réponse, c'était donc la séquence de C6 à C9. Donc déjà, est-ce que vous savez comment ça se passe le complément? C'est quoi le complément? Oui? Quelqu'un? Le complément? Où c'est qu'on le trouve, le complément? Est-ce que vous avez vu le complément en cours? Ok. Déjà, des réponses, c'est bien. Alors, si vous avez vu le complément en cours, vous vous souvenez de quoi? Allez-y. Ok, et ça sert à quoi en fait? Alors, il y a 3 fonctions essentielles au complément. Donc, en effet, une, c'est la destruction du pathogène, d'accord? Des pathogènes qui sont extracellulaires. Après, quelles sont les autres fonctions? Ok, bon, on va le voir un peu plus tard. Alors, donc du coup, dans la proposition, dans la question 1, ce qui était vrai, donc c'était la séquence de C6 à C9, est identique à celle de la voie classique. Le C3 est bien clivé en C3 et en C3b par la C3 convertase et des facteurs chimiotactiques sont libérés. Et ces facteurs chimiotactiques, on les appelle comment, vous savez? C'est les petites molécules, les C3A, les C3b et les C5A. Les C5A, C3A, C5A, ça vous dit quelque chose? Ce sont des anaphylotoxines. Alors, vous vous souvenez que dans le complément, il y a 3 voies, d'accord? 3 voies, la classique, alterne et lectine, d'accord?
Ce qui est différent dans ces trois voies, c'est ce qui va être reconnu par les molécules du complément, ce qui va initier en fait l'activation de ces molécules du complément. D'accord ? Donc la voie alterne, ça va être une activation, un clivage spontané du C3 en C3A et C3B à la surface des pathogènes. La voie classique, elle, ça va être la reconnaissance de motifs bien spécifiques sur le pathogène par des immunoglobulines. Et la voie des lectines, ça va être, elle, la reconnaissance par ces lectines de sucres qui sont à la surface du pathogène que l'on appelle les mannoses. D'accord ? Donc ces sucres, ils sont présents à la surface de nombreux pathogènes. Donc parmi ces trois voies du complément, il y en a deux qui appartiennent à la réponse immunitaire innée. Totalement. D'après vous, quelles sont-elles, ces deux voies ? Oui. Allez-y. Si vous faites l'erreur là, on s'en fout et vous ne ferez pas l'erreur à l'examen. De l'immunité innée ? Il y en a deux qui appartiennent à l'immunité innée et une qui appartient à l'immunité innée mais qui a besoin en fait de la réponse adaptative. Oui. Exactement. Exactement. Voilà. Exactement. En effet, cette voie classique, vous avez besoin en fait de l'intervention des anticorps. Et les anticorps, en fait, ils sont sécrétés par les plasmocytes après mise en place de la réponse immunitaire adaptative. Donc cette voie classique, elle arrivera bien plus tard au cours de la réponse immunitaire. D'accord ? Ok. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails du complément, mais voilà, ici est représentée donc la voie des lectines, d'accord ? Où vous allez avoir, donc là ici en violet, les mannose binding lectines, ces fameuses lectines qui vont reconnaître donc les sucres à la surface du pathogène, d'accord ? Et ces mannose binding lectines, MBL, vont être du coup reconnues par le C1 qui va permettre de cliver le C4 et le C2 en C4B et en 2A. Ceci va former la C3 convertase. Vous vous souvenez que le complément, c'est une cascade en fait d'activation de protéines sériques. D'accord ? Donc la première étape ici, toujours, c'est la formation de la C3 convertase. Et la C3 convertase dans la voie des lectines, elle est composée du C4B et du 2A. D'accord ? Elle va être différente dans une autre des voies du complément, on va voir laquelle. Donc, cette C3 convertase, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va cliver le C3 en C3A et C3B. D'accord ? Toujours. Quelles que soient en fait les sous-unités qui composent la C3 convertase, dès que vous avez une formation de C3 convertase, vous allez avoir clivage du C3 en C3A et C3B. D'accord ? Donc, le C3A, cette fameuse anaphylotoxine, va permettre en fait le recrutement de leucocytes. Vous allez avoir du C3B par contre, une unité toutes les 1000 unités, une molécule toutes les 1000 molécules vont s'accrocher à la C3 convertase pour former la C5 convertase. D'accord ? Et cette C5 convertase, elle va convertir le C5 en C5A et C5B. D'accord ? Donc ça, c'est les étapes précoces pour la voie des lectines. D'accord ? Donc première étape, reconnaissance des mannoses. Deuxième étape, formation de la C3 convertase avec le C4B et le 2A. Et troisième étape, C5 convertase avec le C3 en plus. Okay ? Pour la voie classique. La voie classique, c'est à peu près la même chose au vu des sous-unités qui forment la C3 convertase parce que vous voyez qu'il y a aussi du C4B et du 2A. Donc pensez que la C3 convertase de la voie des lectines et de la voie classique est la même. D'accord ? Donc elle va être différente par contre pour la voie alterne. Donc là, qu'est-ce qui se passe ? Donc la première étape, c'est la reconnaissance, donc on a dit par les anticorps, de motifs bien particuliers en fait à la surface des pathogènes. D'accord ?
Donc, ces anticorps, vous savez qu'il s'est formé ces anticorps vont être formés d'une partie qui vont lier l'antigène et d'une partie FC, d'accord? Donc, ces deux parties sont aussi importantes l'une que l'autre. L'une apporte la spécificité et l'autre va permettre de déclencher des réponses biologiques, d'accord? Donc, le FC, lui, il va, du coup, être reconnu pareil que les MBL par le C1. Et le C1, qu'est-ce qu'il va faire? Il va cliver, pareil, le C4 et le C2 en C4b et 2a, qui vont former les sous-unités de la C3 convertase. Donc là, c'est pareil que la voie classique, sauf que vous remplacez au final les MBL par les anticorps. Ok? Et donc là, après, je ne rentre pas dans les détails, du coup, c'est exactement la même chose que dans la voie d'électine. Dans la voie, du coup, dans la voie alterne. Donc je vous ai dit que c'était, alors là, c'est pas une hydrolyse, hein, il faut que je le corrige, ça à chaque fois j'oublie. Le clivage c'est un clivage spontané du C3 en C3b à la surface donc des pathogènes. Ok. Qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir le facteur Bb qui va en fait se lier à la molécule de C3b, qui est obtenue après clivage du C3. Et spécifiquement dans cette voie alterne, vous allez donc avoir la C3 convertase qui est en fait composée du C3b avec le facteur Bb. Donc ce qui est différent du coup de la voie d'électine et de la voie classique. Okay. Donc même si les sous-unités sont différentes, on obtient la même chose, c'est la conversion du coup du C3 en C3b et C3a. Et pareil, du coup, une molécule sur 1000 va rester à la surface du pathogène pour former la C5 convertase. Donc pareil, ici, la C5 convertase n'est pas la même dans la voie classique et d'électine comparée à la voie alterne. D'accord? Vu que la C3 convertase n'est pas la même, la C5 convertase n'est pas la même. Mais ça a le même rôle. Elle convertit cette enzyme du C5 en C5b, C5a. Donc C3A et C5A, ce sont des anaphylotoxines. C'est elles qui vont permettre de recruter d'autres leucocytes. Donc. Par contre, donc une fois que la C5 convertase a fait son job de convertir C5 en C5A et C5B, qu'est-ce qui se passe? Vous allez avoir recrutement du C6 séquentiel, donc le recrutement séquentiel du C6, du C7, du C8, du C9, et finalement de ces molécules, donc de ces molécules C9, qui vont se lier entre elles pour former un pore. Est-ce que vous savez comment s'appelle ce pore? C'est marqué sur la diapo. Voilà, un complexe d'attaque membranaire. Donc ce pore va se faire... Alors, question, ce pore va se faire où? Dans une membrane de quoi? Dans une membrane du cellule, dans une membrane d'un pathogène, de quoi? D'un pathogène. On est d'accord tout le monde? Là, c'est vraiment pour les pathogènes qui sont extracellulaires. En aucun cas, en fait, là, le complément va liser une cellule, d'accord? In vivo. Donc, comment ça se passe? Il va y avoir un pore qui va se former, et par ce pore, il va y avoir une entrée d'eau et d'ions massive dans le pathogène, ce qui va faire un choc osmotique et du coup, faire exploser le pathogène. Ok? Donc la réponse 1, qui était la séquence de C6 à C9, est bien identique à celle de la voie classique dans la voie alterne. Ok. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie du complément? Est-ce que tout le monde a compris? Les trois voies? Oui. Oui. Ah si, la C3 convertase va convertir le C3 en C3b et C3a dans la voie classique et dans la voie d'électine. C2 et C4, dans la voie alterne, ce n'est pas le cas. Voilà, c'est ça. Dans la voie alterne, c'est le facteur Bb avec le C3b. Ok? C'est bon pour tout le monde? Alors, je ne vous ai pas mentionné, mais parce que je ne me suis pas présentée du coup, mais je suis Stéphanie Bessol. Donc, si vous voulez m'envoyer un mail au cas où vous ayez une question,
je pense que l'adresse est sur le diapo de toute façon, quoi. Et c'est stéphanie.besol, B-E-2-S-O-L-E-S, @parisdescartes.fr. Alors, deuxième question, qui est au sujet de la réponse immunitaire innée. Donc, vous avez de nouveau 5 assertions. Il faut savoir lesquelles sont bonnes et lesquelles ne sont pas bonnes. Ou laquelle est bonne et laquelle n'est pas bonne. La cytotoxicité des cellules NK n'est pas conditionnée par la restriction HLA spécifique d'antigène. Petit 2, la stimulation des cellules NK via le récepteur CD16, qui est un récepteur au fragment Fc, déclenche la cytotoxicité dépendante des anticorps. Les polynucléaires neutrophiles expriment des récepteurs TLR. Et les défenses innées comprennent les barrières épithéliales, les peptides antimicrobiens, cellules NK, les lymphocytes B et les cellules phagocytaires. Et la 5e assertion est la stimulation du ligand FAS, CD95L ou FAS ligand, inhibe l'apoptose des cellules. Alors, quelles sont les assertions qui sont bonnes? Et du coup, choisissez la lettre A, B, C, D ou E. Alors, qui a répondu le A? 5, pardon. Qui a répondu le B? Le C? 2. Le D? Et le E? Donc j'ai 2 personnes qui sont pas sûres, qui répondent pas. Donc en effet, c'était bien le A. Donc là, vous avez la majeure partie d'entre vous raison. Donc la cytotoxicité des NK n'est pas conditionnée par la restriction de HLA spécifique d'antigène, c'est vrai. Pourquoi? Parce qu'elle n'exprime pas de récepteur spécifique à l'antigène. D'accord? La stimulation des NK via le récepteur CD16 déclenche la cytotoxicité dépendante des anticorps, c'est vrai, puisque c'est eux qui vont... les anticorps vont se fixer sur les cellules qui ont un problème, en fait, les cellules cibles. Et le CD16 va reconnaître du coup le FC de ces immunoglobulines. Les polynucléaires neutrophiles expriment des récepteurs TLR, c'est vrai aussi. C'est une façon grâce à laquelle en fait ils peuvent s'activer. Par contre, les défenses innées comprennent les barrières épithéliales, les peptides antimicrobiens, cellules NK, les lymphocytes B et les cellules phagocytaires. C'est faux. Pourquoi? Les lymphocytes B ne font pas partie de l'adaptatif, de l'inné, pardon. Ils font partie de l'adaptatif. Ok. Et la stimulation du ligand FAS inhibe l'apoptose, c'est faux. Ça l'active. Voilà, exactement. Alors, on va revoir du coup un peu les cellules NK. Donc les cellules NK, vous savez toutes du coup que ce sont des lymphocytes, comme les lymphocytes T ou comme les lymphocytes B. Mais contrairement aux lymphocytes T ou aux lymphocytes B, ils n'ont pas de récepteur spécifique à l'antigène. Ils n'ont ni de TCR ni de BCR. Comment ils sont activés du coup ces cellules NK? Comment elles sont activées? Est-ce que vous savez comment on arrive à l'activation des cellules NK? Quel signal? C'est vrai, il y a des signaux. Il y a des signaux surtout. Mais lesquels? Parce que quand on active en fait un lymphocyte T ou un lymphocyte B, ça passe par le TCR ou par le BCR plus des molécules de coactivation. D'accord? Une cellule NK, comment on fait pour l'activer? Comment on fait pour faire émettre des signaux positifs d'activation à une cellule NK? Des cellules présentatrices d'antigènes? Comment? Qui c'est qui active quelles cellules activent les cellules dendritiques? C'est les lymphocytes T, qu'ils soient CD4 ou CD8 naïfs dans les ganglions. Mais la NK, elle n'a pas besoin en fait d'une cellule dendritique pour être activée. C'est de l'inné, je vous rappelle. Elle a besoin de reconnaître des motifs
et ça va l'activer directement. Elle n'a pas besoin d'une présentation par les cellules dendritiques pour être activée. Donc la cellule NK, elle va être activée du coup par la balance, si vous voulez, des récepteurs activateurs et des récepteurs inhibiteurs. Si je peux vous faire un schéma au tableau, mais si je ne trouve pas d'éponge, ça va être compliqué. Si vous y voyez bien. Donc la cellule NK elle va être activée par la balance entre les récepteurs activateurs, d'accord, et les récepteurs inhibiteurs, d'accord. S'il y a plus de signaux activateurs qui sont émis par rapport aux signaux inhibiteurs, ça va l'activer. Par contre, s'il y a plus de signaux inhibiteurs comparé aux signaux activateurs, elle sera inhibée. D'accord ? Alors, on va peut-être commencer par le plus rapide. Quels sont les récepteurs inhibiteurs des cellules NK? Et qu'est-ce qu'ils reconnaissent, ces récepteurs inhibiteurs? Oui. CMH de classe 1. Donc les récepteurs inhibiteurs, et est-ce que vous savez le nom de ces récepteurs inhibiteurs? Comment on les appelle? Donc chez l'homme, c'est des KIR. Ça vous dit quelque chose? KIR, pour le I, c'est avec des motifs ITIM. D'accord? C'est des motifs inhibiteurs qu'il y a dans la queue intracellulaire des récepteurs. Et en effet, ces KIR, ils vont reconnaître le CMH de classe 1. Et le CMH de classe 1, il est exprimé par quelle cellule? Comment? Exactement. Toutes les cellules nucléées. D'accord? Donc normalement, si les cellules sont nucléées et saines, une cellule NK va reconnaître, par ses récepteurs qui va reconnaître le CMH de classe 1 et elle va être inhibée. D'accord? Donc par défaut, la cellule NK est inhibée. Par contre, dans des cas, soit de cancer, soit d'infection virale par exemple, vous avez une diminution de l'expression du CMH de classe 1. D'accord? Donc cette diminution du CMH de classe 1 sur les cellules cibles, sur les cellules cancéreuses ou les cellules infectées, les rend invisibles à la lyse par les CD8 cytotoxiques, mais du coup, les KIR des cellules NK ne vont pas reconnaître leur ligand et vont s'activer. D'accord? Parce qu'il n'y aura plus de signaux inhibiteurs, il n'y aura que des signaux activateurs. Ok? Est-ce que vous savez comment ça s'appelle ce mode d'activation des cellules NK quand il n'y a plus de signaux inhibiteurs? Cette absence de signaux inhibiteurs, comment ça s'appelle? Exactement, le missing self. Alors, donc ça c'était pour les récepteurs inhibiteurs. Quels sont les récepteurs activateurs? Donc là, il y en a plein de différents. Qu'est-ce que vous connaissez? Alors, on a par exemple les CAR, avec des motifs ITAM à l'intérieur donc des queues intracytoplasmiques. Il y a quoi d'autre? Il y a les NCR. Est-ce que vous avez entendu parler des NCR? Avec le NKP30, le NKP44 ou 46. Vous avez entendu parler de ça? Ça vous dit quelque chose? Peut-être pas, hein? Non? Après, vous avez par exemple des récepteurs à des cytokines.
quel type de cytokine peut activer les NK? L'IL combien? 1 3, 4. L'IL2, par exemple. Et quoi d'autre?